Salutations les grandeurs, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'aimerais revenir sur un événement politique international qui est au centre du débat depuis le 7 octobre, c'est le conflit israélo-palestinien. Depuis l'attaque du Hamas, nous avons assisté à plusieurs situations. La condamnation du Hamas par l'Occident, la riposte sanglante d'Israël sur la bande de Gaza, ensuite l'attentat à Arras puis à Bruxelles, ensuite bombardement d'un hôpital à Gaza, et puis récemment c'était la visite du président américain Joe Biden sur le sol israélien pour soutenir le gouvernement de Netanyahou. En parallèle, beaucoup de sang a coulé des deux camps, notamment le camp palestinien, dont le bilan ne cesse d'augmenter chaque jour, malheureusement. Et par cette vidéo, j'aimerais clarifier la situation, et non pas condamner tel camp au détriment d'un autre camp, mais juste clarifier la situation pour vous donner le choix de prendre position, de condamner à votre connivence tel ou tel cas, tel ou tel camp si vous voulez. Pour ce faire, commençons d'abord par le Hamas, qui est entre guillemets le problème de ce conflit, et cela depuis la deuxième intifada si vous voulez. Alors, le Hamas est une organisation, parti politique né en 1987 fondée par Sheikh Ahmed Yassin, et quelques collaborateurs des frères musulmans. Ce mouvement se revendique comme un mouvement islamique qui vise à la destruction totale de l'entité sioniste de l'État israélien et par conséquent un État palestinien libre dont les terres lui seront totalement restituées. C'est le but principal du Hamas. On arrête là les glandeurs, ces informations vous les avez entendues soit à la télévision, soit sur les réseaux sociaux et qui ont été repris inlassablement durant ces 2 semaines. Mais ce qu'ils oublient de vous dire, les glandeurs, ces réseaux sociaux et ces journalistes, c'est que le Hamas a été soutenu durant sa création par l'État israélien à des fins politiques. Et nous allons voir tout cela. Car dès 1976, les glandeurs, le parti politique ou le mouvement politique OLP, Organisation de la Libération Palestinienne, dont faisait partie le mouvement ou le parti politique Al-Fatah de Yasser Arafat, s'impose sur la scène politique palestinienne. Grâce à la victoire aux élections municipales en Cisjordanie, l'OLP s'impose chez les Palestiniens. Ce mouvement représentait la gauche palestinienne, gauche libérale, laïque, qui favorisait le débat pour trouver une solution au conflit israélo-palestinien. Il était mené par un personnage charismatique du nom de Yasser Arafat. À cette époque, le premier ministre israélien Shimon Peres tente de contrecarrer les plans de l'OLP en décidant de créer une association islamique en Palestine et à Gaza, une association qui a pour but de favoriser la lecture coranique, la connaissance de l'islam, mais surtout pour l'endoctrinement de la jeunesse palestinienne. Ainsi, la jeunesse va s'éloigner du champ politique, de la politique interne du pays, et comme ça, affaiblir le parti politique de Yasser Arafat. Cette association sera dirigée par Sheikh Ahmed Yassin. Ça ne vous rappelle rien? Les talibans en Afghanistan, Daesh dans le Moyen-Orient, le fils en Algérie. Chaque fois que le peuple du Moyen-Orient, le peuple du tiers-monde, tente de réfléchir, tente d'aller vers une solution politique, et se politise, bien sûr, et commence à penser politique, on le noie dans une atmosphère religieuse, et on essaie de l'endoctriner un maximum pour que, sur le champ politique, il perde totalement ses acquis. Ça a toujours été comme ça et ça ne changera pas. En 1981, c'est au tour de Aaron Sharon, premier ministre israélien,
de ravigorer cette association islamique en autorisant les terroristes qui ont assassiné Anwar el-Sadat en Égypte d'entrer sur le sol palestinien et de rejoindre l'association de Cheikh Ahmed Yassine. Et ainsi, cette association va abriter en son sein des terroristes armés. Quelques années plus tard, pas de chance, cette association devient militaire et commence à attaquer les Israéliens pour défendre le droit palestinien. Contre la politique pacifique de l'OLP, l'association de Cheikh Ahmed Yassine vise à la destruction totale de l'entité sioniste. Et son but et ses principes vont prendre tout leur sens après la première intifada qui touche le territoire palestinien. En interne, l'opinion publique israélienne change totalement et met un coup de pression sur les gouverneurs israéliens, sur le Parlement israélien, pour qu'ils rentrent en discussion avec l'OLP et trouver des solutions, notamment signer les accords d'Oslo. Parce que, à leurs yeux, ce mouvement reste le plus modéré en Palestine. En 1973, les accords d'Oslo sont officiellement signés par les deux parties. Scène mémorable à la Maison Blanche avec Bill Clinton, Yasser Arafat et enfin Yitzhak Rabin. Les trois protagonistes vont essayer de trouver enfin un terrain d'entente et d'imposer la paix au Proche-Orient. Une année plus tard, les accords tombent à l'eau. C'était trop beau pour être vrai. Et il a été souvent répété que c'était à cause du Hamas. Parce que là, c'est bon. Le Hamas est officiel. Il est né avec Cheikh Ahmed Yassine et ses collaborateurs, avec des terroristes qui ont tué Anwar al-Sadat. Il s'est imposé comme une branche, comme un parti d'opposition. On lui a souvent incombé les échecs des accords d'Oslo, en particulier à cause des attentats de 1994 et 1995 sur les territoires israéliens, notamment à Tel Aviv, Hébron et même Jérusalem. C'est en partie vrai, les grandeurs. Toutefois, on oublie souvent de dire que le conflit est reparti de plus belle à cause du massacre d'Hébron. Dans une mosquée, par un vendredi, durant la prière, durant le mois de Ramadan, un colon nationaliste israélien commet un massacre à l'intérieur d'une mosquée. Coup dur pour les deux parties, coup dur pour les accords d'Oslo et surtout une nouvelle fracture née entre les deux communautés. Les représailles du Hamas ne sont que la réponse de cet acte terroriste qui a été commis dans une mosquée. Ainsi, il n'y a plus aucune paix possible entre les deux parties. Après la deuxième intifada, le blocus sur Gaza est installé et le Hamas s'impose de facto dans cette zone. Il devient le parti politique qui représente en quelque sorte les Gazaouis, notamment en 2006 lorsqu'il gagne les élections législatives avec 74 sièges sur le Parlement ou dans le Parlement palestinien. De cette façon, le Hamas joue le jeu des Occidentaux. Il essaie de s'imposer sur la scène politique de manière démocratique, c'est-à-dire il va aux urnes et attend la réponse du peuple. Il est choisi, il est élu. Ça nous rappelle un petit peu en 1932-33 lorsque le national-socialisme est élu. C'est-à-dire, ils vont faire la même chose, le même parcours, mener le combat démocratiquement, si vous voulez. Une année après, la loi oblige le Premier ministre, le président, si vous voulez, palestinien, de choisir comme Premier ministre le candidat de l'opposition. Le candidat de l'opposition, c'est-à-dire celui qui a qui a la majorité dans une assemblée. Ils choisissent un membre du Hamas, mais rapidement, ils vont le limoger parce que ses idées ne s'accordent pas avec ceux de Mahmoud Abbas et du parti politique Fatah. À partir de ce moment, le Hamas s'éloigne totalement de la politique
et se concentre sur une résistance armée. Comme vous pouvez le voir, les glandeurs, l'évolution du Hamas est très intéressante. Créé d'abord par Israël, puis engraissé, renforcé par l'entité sioniste, il prend ses distances pour enfin devenir l'opposition principale d'Israël. C'est quand même assez trivial, assez cocasse. Et aujourd'hui, dans le débat, on voit qu'il y a une ambivalence. Certains considèrent le Hamas comme une organisation terroriste, d'autres le voient comme une organisation de résistance. La seule résistance palestinienne qui tient encore tête au gouvernement israélien. Une question très intéressante, on va parler du statut du Hamas. D'abord, nous avons le mot terroriste, qui a donné le verbe terroriser, c'est-à-dire semer la peur chez les individus. Est-ce que les attaques du Hamas du 7 octobre ont semé de la peur chez les Israéliens? Oui, totalement, il n'y a rien à dire. Donc, par logique, ils ont commis des actes terroristes. Et donc, par logique, c'est des terroristes. D'accord. On peut garder ça comme une définition. Cependant, analyser de la sorte les actes du Hamas serait une forme d'hypocrisie intellectuelle, si vous voyez ce que je veux dire, car le Hamas et les Gazaouis sont nourris depuis leur naissance par la haine que leur offrait Israël. Pendant le blocus, surtout à partir du blocus, les Gazaouis n'ont cessé d'être nourris par la haine d'Israël. Et c'est naturel chez l'opprimé d'user de la force, d'user de la terreur pour revendiquer son droit bafoué. C'est tout à fait normal. Lorsque vous enfermez un peuple, un peuple qui n'a ni objectif, qui n'a ni avenir, ni futur, qui n'arrive même pas à rêver, vous n'allez pas vous attendre à ce qu'il vous envoie des fleurs. Ça ne peut pas exister. C'est illogique, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il est tout à fait normal que ce peuple agit de la sorte. Parce que il a tellement de haine en lui qu'il ne peut l'exprimer que de la sorte. Et comme dit, c'est naturel chez l'opprimé d'agir de la sorte. Parce que il n'a connu dans l'oppression que l'injustice, les brimades et le racisme. Voilà. Ça résume la situation à Gaza. Mais parlons un petit peu du terrorisme, car il faut savoir que le terrorisme, dans sa conception moderne, est une création typiquement française. Le premier attentat terroriste moderne est celui de la rue de Nicaise dirigé contre Napoléon Bonaparte. C'est le premier attentat moderne et qui a emporté la vie d'une trentaine de personnes. Or, cet acte a été considéré à cette époque comme une forme de résistance par les royalistes. Les royalistes, doit-on le dire, sont, on va dire, les ancêtres de la droite française et de l'extrême droite française. Eh bien, à cette époque, avec l'attentat de la rue de Nicaise, c'était pour eux une forme de résistance contre le régime despotique autoritaire de Napoléon Bonaparte. Et ça n'a pas été condamné par eux comme un attentat terroriste, mais bien comme une forme de résistance. Plus loin encore, il y a la milice du nom de Irgun, qui a existé entre 1931 jusqu'à 1948 en Palestine. C'était une milice dirigée par Menahem Begin, futur premier ministre israélien, et qui projetait l'idée d'établir un État israélien en Palestine. Et cette milice a perpétré bon nombre d'attentats durant les années 30 et 40 en Palestine, mais le plus sanglant reste celui de l'hôtel King David de Jérusalem.
Ce bâtiment servait à cette époque de quartier général au service civil militaire britannique. Parce qu'à cette époque, la Palestine était mandataire de l'Empire britannique. Et une centaine de personnes sont décédées suite à une explosion de dynamite à l'intérieur de l'hôtel. Et là non plus, on n'a pas condamné ce genre de fait. C'était de la résistance chez la milice Irgun. La milice Irgun, ou bien les membres d'Irgun, par la suite sont devenus des hommes politiques et ils se sont alliés avec d'autres milices pour former l'armée de Tzahal. Ça, on oublie de le dire aussi. Vous voyez que tout le monde a le droit de résister, tout le monde a le droit de combattre pour sa liberté, pour son idéologie, sauf les Palestiniens, qui sont rapidement étiquetés comme terroristes. Pire encore, les glandeurs, l'Occident a restructuré le mot terrorisme en tant que terme pour qu'il soit le synonyme direct d'islamisme. Cependant, et là c'est très drôle, l'histoire nous apprend que toutes les formes de résistance, toutes les résistances passées ont toujours été marquées par des actes terroristes, que ce soit Robespierre, que ce soit Che Guevara, Jean Moulin ou même le FLN, tous ont usé des actes de la terreur, si vous voulez, pour faire passer leurs idées, pour résister contre un mouvement oppresseur. Parce qu'en face, il y avait un mouvement oppresseur. Lorsque Jean Moulin, lorsque la résistance en France combattait le régime nazi, c'était parce que le régime nazi était un régime despotique, était un régime c'était une dictature. De même qu'aujourd'hui, nous voyons cette résistance née d'une haine ou née d'un manque de démocratie au Proche-Orient, d'un manque de démocratie chez l'État israélien. Vous voyez comment on a restructuré le mot terrorisme pour qu'il soit collé définitivement à l'islam ou à l'islamisme. Ça, c'est très dangereux. Et on essaie, coûte que coûte, de nous noyer dans l'intox, dans des fausses informations, tout simplement pour nous déshumaniser et déshumaniser les Palestiniens. Et toute forme de résistance arabe, si vous voulez. Et là, j'aimerais m'attarder sur 3 événements, 3 informations reliées par la presse, mais qui se sont avérées caduques, tout simplement. C'était caduque. C'était du Khoroto. Premièrement, l'annonce du massacre de 40 bébés par le Hamas durant le 7 octobre. Cette information a fait le tour du monde. Le tour du monde. Même le président américain l'a répété. Carrément, Biden a répété cette information sans la vérifier. Quelques jours plus tard, le Figaro, le Monde, le journal Le Monde, a relié une nouvelle information pour dire que peu de données ont été retrouvées et on ne peut pas confirmer l'information. Il y avait des données insuffisantes pour confirmer ces informations. Il faut savoir aussi, les glandeurs, que dans Israël et même dans la bande de Gaza, les journalistes ne sont pas autorisés. Les journalistes externes ne sont pas autorisés à s'introduire dans le territoire. Donc, l'information vient soit d'Israël, soit du Hamas. Et celle-ci était le produit d'Israël tout simplement pour légitimer ses actions futures. Deuxième information, les glandeurs qui m'a un petit peu choqué, c'est l'attaque d'Arras. On nous a dit que, rapidement, ça s'est opéré à 11h30, à midi, on nous a dit que le terroriste aurait dit Allahu Akbar. Et là, c'est bon. Le jeu est fait. C'est un terroriste. On va essayer de mettre un lien avec les événements du Proche-Orient et ainsi encore faire peur à la société occidentale, à la société française, pour qu'ils comprennent que ce que
vont faire, ou ce que font les Israéliens, l'armée du Tzahal, ce que fait l'armée du Tzahal est légitime et bon, parce qu'ils combattent le terrorisme. Et s'ils ne font rien, le terrorisme qui se déroule en Israël va venir en France et égorger vos enfants, égorger vos femmes. Voilà le lien pernicieux que tentent de faire les journalistes occidentaux, les journalistes français. Et troisièmement, le plus drôle, c'est l'attentat de Bruxelles. L'attentat n'est pas drôle, c'est à condamner, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais ce qui est drôle, c'est comment il a été, comment il a été construit, si vous voulez. Il y a une vidéo du terroriste qui a été postée après les événements, après l'attentat, où il porte une koufia, l'habit traditionnel ou bien l'habit utilisé par le châle utilisé par les Palestiniens, et voilà, qui invite les gens à massacrer, à tuer, etc. Qui voilà, il dit voilà, c'est pour l'islam, etc. Vous connaissez très bien ce genre de discours. Pas besoin de s'y attarder. Cette mise en scène invite à faire le lien entre le terrorisme qui est à combattre, il n'y a rien à dire là-dessus, et le Hamas, puis les Gazaouis. Parce que voilà, chez les Occidentaux, chez une personne lambda qui n'est pas, on va dire, qui ne suit pas l'actualité, qui ne fait pas de recherche, qui consomme l'information sans vérifier l'information, il va rapidement être amené à faire l'amalgame entre terroristes, Hamas et Gazaouis. Parce que il a vu le terroriste de Bruxelles porter la koufia. Donc c'est un habit porté par les terroristes, et ainsi de suite. Et nous, on a vu, durant les manifestations, et on a vu en France des arrestations, des contrôles d'identité pour tous ceux qui portaient la koufia. 3 étapes, 3 manigances médiatiques qui visent en quelque sorte à conditionner la pensée collective du peuple. Maintenant, que reste-t-il ou que restera-t-il de ce conflit, de ce génocide, on peut l'appeler comme on veut. C'est un conflit qui perdurera malheureusement. Il y aura plus de dégâts, plus de morts, plus de sans-abri. L'extrême droite israélienne fera tout pour empêcher le processus de paix. Déjà, ces événements tombent à pic. Il y a un mois, l'opinion populaire était divisée en Israël parce qu'on était contre les nouvelles lois de Netanyahou et sa politique. Après le 7 octobre, toute l'opinion s'est unifiée pour défendre la politique de Netanyahou. C'est un point à relever. Donc oui, l'extrême droite va encore perdurer en Israël et elle va encore s'imposer dans l'Assemblée nationale. Quant au Hamas, il ne reculera devant rien et continuera de résister, continuera de s'attaquer à l'entité sioniste. Enfin, l'Occident, avec ses valeurs que nous connaissons tous, qui ont été chaque fois répétées incessamment, s'est corrompu dans ce conflit et a laissé paraître aux éveillés qu'il n'est pas ce qu'il prétendait être. Ça c'est dangereux, ça c'est malheureux de le voir. Un pays comme la France, qui a tout le temps défendu l'égalité, la fraternité et la liberté, travestit en quelque sorte ses idées pour défendre un État génocidaire, un État de dictature, un État qui est en train de massacrer des civils innocents. Une dernière chose avant de terminer cette vidéo, les glandeurs. Il faut savoir que ce conflit peut amener à une forme de dégénérescence chez le peuple musulman qui, par aveuglement ou par sentimentalisme ou un excès de zèle tout simplement, s'adonne à un amalgame dangereux, c'est-à-dire de mettre en parallèle ou mettre côte à côte juifs israéliens
ou juif et sioniste. Ce n'est pas la même chose. Il faut faire la distinction, il faut comprendre la distinction comme il faut comprendre que islamiste et musulman, islamiste et arabe, ce n'est pas la même chose. Il faut toujours nuancer et trouver toujours la nuance et la distinction. Ne soyons pas comme certaines personnes qui mettent dans le même bain musulmans, terroristes, Hamas. Évitons la confusion et combattons les vrais ennemis de l'humanité. Prenez soin de vous les glandeurs, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, prenez soin de vous, que la passion soit avec vous, à plus.